Elle glissa une note sous l'assiette du roi vampire qui disait « Ne buvez pas le vin ». Sa main s'immobilisa au-dessus du pied en cristal. Mais le serveur qui avait livré sa commande était déjà mort dans la chambre froide, et la femme qui venait de le sauver avait 40 secondes avant que le minuteur de la cuisine ne les expose tous les deux. Maya Reeves équilibra 3 assiettes sur son bras gauche et porta le verre de vin dans sa main droite, se déplaçant dans la salle à manger principale du Vermilion Room, avec l'efficacité exercée de quelqu'un qui avait travaillé de nuit pendant 4 années consécutives. Les banquettes de velours pourpre absorbèrent le son comme si elles avaient été conçues pour garder des secrets, et les lustres art déco au-dessus d'eux projetaient sur toute chose une lumière ambrée qui faisait luire les nappes blanches comme des scènes attendant que quelque chose se produise. Elle avait servi 1 millier de verres de vin à 1 millier de tables, et n'y avait jamais réfléchi à 2 fois jusqu'à ce soir, jusqu'à celui-ci, jusqu'à ce que le pied en cristal capte la lumière étrangement et qu'elle voie le scintillement. Le liquide déformait le reflet du lustre au-dessus de lui d'une manière qui lui serra l'estomac, lui glaça les mains, lui fit revoir sa sœur Caroline s'étouffant lors d'un dîner d'État 3 ans plus tôt, tandis que la sécurité retenait Maya dans la galerie et que tout le monde prétendait que c'était une réaction allergique, bien que Caroline n'ait jamais eu d'allergie de sa vie. Le scintillement était le même. Cette iridescence révélatrice qui provenait de quelque chose de dissous dans le vin qui n'aurait pas dû s'y trouver, quelque chose destiné à ressembler à un sédiment ou à un jeu de lumière d'un millésime coûteux, mais qui était en fait du poison se déplaçant dans le liquide comme de l'huile dans l'eau. Maya posa le verre sur la table 12 devant le roi vampire Dominic Thorne sans laisser sa main trembler, et pendant qu'il regardait le menu, elle tira une serviette de son tablier, écrivit 4 mots avec le stylo qu'elle gardait pour prendre les commandes et la glissa sous le bord de son assiette. Ne buvez pas le vin. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Elle recula et se tourna vers la cuisine, mais ses yeux le suivaient dans le reflet du hublot, le regardant tendre la main vers le verre, regardant sa main s'arrêter à mi-chemin, regardant ses doigts planer au-dessus du pied en cristal, tandis que son service de sécurité s'immobilisait de cette manière qui signifiait que les armes étaient sur le point d'apparaître. Le roi vampire ne bougea pas. Il était assis au centre de la banquette, son manteau toujours sur lui bien que le restaurant fût chaud, et il regarda la serviette, puis il regarda Maya. Ses yeux étaient assez sombres pour paraître noirs sous la lumière ambrée, et il observait ses mains, pas son visage, comme s'il calculait si elle était la menace ou l'avertissement. Maya sentait son cœur battre dans sa gorge, mais garda une expression neutre. Le même masque de serveuse agréable qu'elle portait pour chaque table, même si son esprit parcourait à toute vitesse les implications de ce qu'elle venait de faire. On ne se mêlait pas des affaires du roi vampire, on ne lui passait pas de notes, on ne reconnaissait pas savoir ce qu'il était, car le Vermilion Room s'adressait à une élite qui prétendait que le monde fonctionnait d'une certaine manière, et le personnel prétendait avec eux. Mais Maya avait vu sa sœur mourir et avait passé 3 ans à essayer de comprendre pourquoi, et elle savait à quoi ressemblait du vin empoisonné, même si elle ne savait ni qui l'avait empoisonné, ni pourquoi. La porte de la cuisine s'ouvrit brusquement, et Jenna sortit en titubant, le visage de la couleur du vieux papier, les yeux trop grands. Elle agrippa le poignet de Maya assez fort pour lui faire mal et la tira vers le poste de service près du bar, loin des tables, loin des clients. Brett est dans la chambre froide, murmura Jenna, et sa voix se brisa sur son nom. Sa gorge, Maya, sa gorge. Maya se glaça. Brett était celui qui avait monté le vin de la cave, celui qui l'avait décanté, celui qui était censé le livrer à la table 12 avant que Maya ne le lui prenne, parce qu'il avait dit qu'il devait vérifier les soufflets à l'arrière.
Le minuteur de la cuisine affichait 38 secondes en chiffres numériques rouges, décomptant comme il le faisait toujours, comme il l'avait fait toute la nuit. Quand il atteindrait zéro, le chef de salle irait à la chambre froide pour prendre les assiettes à dessert préparées et il trouverait le corps de Brett. Et tout exploserait en police, en questions et en caméra. Et Maya serait là, avec une note sur une serviette sous l'assiette du roi vampire. Elle se retourna vers la table 12. Dominic Thorne n'avait pas touché le vin. Sa sécurité observait maintenant Maya. 3 hommes en costume sombre qui s'étaient positionnés à des angles qui couvraient chaque sortie, et elle comprit avec une clarté parfaite qu'elle venait de s'intégrer à quelque chose de bien plus grand qu'un verre empoisonné et un collègue mort. Le roi vampire se pencha légèrement en avant et sa voix porta à travers la salle à manger, bien qu'il ne l'ait pas élevée, calme et précise comme un chirurgien faisant une incision. Qui vous envoie? Ce n'était pas une question. Maya retourna à sa table car rester immobile aurait semblé être de la culpabilité et fuir de la panique. Et elle avait appris de Caroline que la seule façon de survivre face aux puissants était de les regarder droit dans les yeux et de leur dire une vérité. Personne, dit-elle, en gardant ses mains visibles, sa voix stable. Mais quelqu'un a envoyé ce vin, et ils ont tué le mauvais serveur. La salle à manger était devenue silencieuse de cette manière qui se produit quand les prédateurs cessent de prétendre être civilisés, quand la performance soignée de la normalité se fissure et que tout le monde peut voir les formes qui s'agitent en dessous. Les autres clients regardaient maintenant. Le genre de personnes qui portaient des vêtements qui coûtaient plus que ce que Maya gagnait en 6 mois. Le genre de personnes qui venaient au Vermilion Room parce que c'était un terrain neutre où vampires, humains et autres créatures pouvaient se rencontrer sans briser les fragiles traités qui empêchaient la ville de s'autodétruire. La main de Dominique était toujours près du verre de vin, mais il ne l'avait pas pris, et Maya le vit regarder le liquide, le vit remarquer le scintillement qu'elle avait remarqué, vit la reconnaissance traverser son visage comme une ombre. 26 secondes au minuteur. Jenna pleurait silencieusement près du poste de service et une autre serveuse lui demandait ce qui n'allait pas, et le bruit allait attirer l'attention, allait faire sortir le directeur de son bureau, allait déclencher l'avalanche de conséquences. Le service de sécurité du roi vampire se rapprocha et l'un d'eux posa sa main sur l'épaule de Maya, ni brutalement ni doucement, la dirigeant vers le couloir privé qui menait à la cave à vin, aux réserves et aux endroits où les clients n'étaient pas censés aller. Elle ne résista pas, car résister aurait été stupide, et parce qu'une partie d'elle, la partie qui avait regardé sa sœur mourir et passé 3 ans à savoir que quelqu'un avait assassiné Caroline et s'en était tiré, voulait savoir ce qui allait se passer ensuite. Dominique se leva, laissa le verre de vin intact sur la table et suivit sa sécurité et Maya dans le couloir. La porte se referma derrière eux et le son de la salle à manger fut coupé comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur, ne laissant que le bourdonnement des unités de réfrigération, le lointain cliquetis de la cuisine et le minuteur qui décomptait quelque part derrière les murs. 15 secondes. Dominique regarda Maya et elle lui rendit son regard, et pendant un long moment, aucun d'eux ne parla. Puis il dit la chose qui changea tout. « Vous avez déjà vu ça. » Pas une question, une affirmation, car il la lisait comme elle avait appris à lire les tables, de la manière dont on pouvait dire qui était dangereux, qui était une proie, et qui prétendait être quelque chose qu'il n'était pas. « Oui, » dit Maya, et sa voix sortit stable, bien que ses mains voulussent trembler. « Ma sœur, il y a 3 ans, un dîner diplomatique. Ils ont dit que c'était de cause naturelle, mais j'ai vu le vin et il ressemblait à ça, et personne ne m'a cru. » L'expression de Dominique ne changea pas, mais quelque chose bougea derrière ses yeux, un calcul qui se recalibrait. Le minuteur atteignit 0. Quelque part dans la cuisine, une cloche sonna, claire et joyeuse, le son des soufflets presse à être servi.
Le son d'un chef de salle sur le point d'entrer dans une chambre froide et de trouver un corps. L'homme de la sécurité avait toujours sa main sur l'épaule de Maya, et elle sentit sa prise se resserrer, sentit le moment s'étirer et se plier, sentit le poids de la mort de sa sœur et de la mort de Brett et du vin empoisonné qui était toujours sur la table 12, comme une arme chargée. Dominic sortit son téléphone et tapa quelque chose rapidement, et 30 secondes plus tard, la cuisine éclata de bruit, quelqu'un criant, quelqu'un hurlant, le fracas de quelque chose de métallique heurtant le sol. Le roi vampire regarda Maya, et elle le regarda, et ils savaient tous les deux que le temps était écoulé. Que ce qui allait se passer ensuite déterminerait si elle sortirait de ce couloir ou disparaîtrait comme sa sœur avait disparu dans un cercueil fermé et un dossier marqué « Mort accidentelle ». « Racontez-moi tout », dit Dominique, et Maya prit une profonde inspiration et commença à parler. La cave à vin sous le Vermilion Room sentait la vieille pierre et la fermentation, des siècles de bouteilles vieillissant sur des casiers en fer qui montaient vers un plafond voûté perdu dans l'ombre. Victor, le chef de la sécurité de Dominique, avait entraîné Maya dans les escaliers étroits avec une efficacité professionnelle, une main sur son coude, l'autre près de l'arme qu'elle pouvait deviner sous sa veste, et maintenant elle se tenait dans un espace éclairé uniquement par des bougies. Car apparemment les vampires préféraient vraiment cette esthétique, ou peut-être aimaient-ils simplement regarder les humains essayer de ne pas paniquer dans l'obscurité vacillante. Dominique descendit le dernier, fermant la porte en haut des escaliers, et le son du chaos de la cuisine fut complètement coupé, ne laissant que le goutte-à-goutte de la condensation quelque part dans l'obscurité et le son de la propre respiration de Maya, trop fort à ses oreilles. 19 minutes, dit Victor en consultant sa montre. Avant que le directeur ne trouve le corps et n'appelle la police. Avant que ça ne se complique. Maya eut envie de rire à l'idée que ce n'était pas déjà compliqué, mais elle garda la bouche fermée et regarda Dominique se déplacer dans la cave comme s'il en était le propriétaire, ce qui était probablement le cas. Il possédait probablement la moitié de la ville si les rumeurs sur les rois vampires étaient vraies. Il s'arrêta devant un miroir qu'elle n'avait pas remarqué auparavant, grand et orné, encadré d'argent terni, qui semblait plus vieux que le bâtiment, plus vieux que la ville peut-être, le genre de chose qui appartenait à un musée ou à un château, ou à un endroit qui gardait la trace des siècles plutôt que des années. Le droit du miroir, dit Dominique, et sa voix avait du poids, comme s'il invoquait quelque chose d'officiel, de contraignant. Il n'a pas été utilisé depuis 60 ans. Si vous mentez, le miroir me montrera votre pire moment. Si vous dites la vérité, il me montrera pourquoi vous agissez. Maya regarda le miroir et se vit reflétée à la lueur des bougies, pâle, sous-alimentée et portant un uniforme de serveuse avec une tache de vin sur la manche datant du début de son service quand un client lui avait agrippé le bras. Elle ressemblait exactement à ce qu'elle était, une serveuse de nuit qui gagnait à peine de quoi payer son loyer, qui n'avait pas dormi plus de 5 heures par nuit depuis la mort de sa sœur, qui venait de sauver la vie d'un roi vampire et ne savait pas si cela faisait d'elle une personne courageuse ou stupide. « Placez-vous devant le miroir, » dit Dominique, et Maya s'avança, car que pouvait-elle faire d'autre? Car fuir prouverait qu'elle était coupable et rester immobile prouverait qu'elle avait peur. Et la seule option restante était d'entrer dans ce que c'était et d'espérer en ressortir. La surface du miroir ondula comme de l'eau, bien qu'elle fût clairement solide, clairement en verre, et Maya sentit sa peau se glacer. 3 questions, dit Dominique, se positionnant à côté d'elle pour qu'ils soient tous deux reflétés, pour qu'elle puisse voir son visage et le sien et les bougies brûlant en arrière-plan, comme une sorte de mise en scène rituelle. « Avez-vous empoisonné le vin? » « Non, » dit Maya, et le mot sortit stable. Le miroir montra son reflet inchangé, sans distorsion, juste son propre visage qui la regardait.
Victor observait depuis l'ombre, sa main définitivement sur son arme maintenant, prêt à mettre fin à cela si le miroir montrait quelque chose de différent. Savez-vous qui l'a fait? Demanda Dominique, et Maya secoua la tête. Non, dit-elle à nouveau. J'ai vu qu'il était empoisonné, mais je ne sais pas qui. Je ne sais pas pourquoi. Le miroir ondula à nouveau, et pendant une seconde, Maya crut voir autre chose dans le reflet, un scintillement de mouvement. Mais il se stabilisa pour ne montrer que son visage, toujours clair, toujours vrai. Dominique fit une pause avant la troisième question, et Maya sut que c'était celle qui importait, celle qui déterminerait si elle quitterait cette cave, ou y resterait d'une manière différente, permanente. Pourquoi m'avez-vous prévenu? Demanda-t-il, et sa voix était plus basse maintenant, presque curieuse. Maya regarda son reflet et sentit 3 ans de chagrin, de rage et d'impuissance lui monter à la gorge. Parce que ma sœur est morte de vin empoisonné lors d'un dîner diplomatique il y a 3 ans, dit-elle, et sa voix trembla, mais ne se brisa pas. Parce que je l'ai regardée s'étouffer pendant que la sécurité me retenait et que tout le monde disait que c'était de cause naturelle, même si j'ai vu le scintillement dans son verre de la même manière que je l'ai vu dans le vôtre. Parce que je n'ai pas pu la sauver, mais je pouvais vous sauver, et je ne pouvais pas rester là et laisser cela se reproduire. La surface du miroir devint sombre. Le reflet de Maya disparut et à sa place apparut une image qui la frappa comme un coup de poing à la poitrine. Caroline dans une robe émeraude à un gala de charité, riant de quelque chose que quelqu'un avait dit, levant un verre de vin à ses lèvres. Maya regarda sa sœur boire, regarda son visage changer, regarda la confusion se transformer en panique, puis en terreur, alors que sa gorge se fermait et qu'elle se griffait le cou et tombait. Maya était là aussi dans le reflet, plus jeune, hurlant depuis la galerie au-dessus, retenue par 2 gardes de sécurité, pendant que Caroline convulsait sur le sol et que les invités reculaient pour lui laisser de la place pour mourir. L'image dura 5 secondes qui semblèrent 5 heures, puis revint brusquement au reflet de Maya, son visage mouillé de larmes qu'elle ne s'était pas sentie pleurer. Elle avait 26 ans, dit Maya, et sa voix sortit à l'état brut. Vos gens l'ont tuée à un gala de charité. Dominique était très immobile à côté d'elle. Pas mes gens, dit-il finalement. Mais oui, notre monde. Et il vous tuera aussi, à moins que vous ne me laissiez arranger ça. Le miroir redevint du verre normal, juste un reflet, juste une surface, mais Maya pouvait encore voir Caroline tomber à chaque fois qu'elle clignait des yeux. Victor s'avança et pendant une seconde, Maya pensa qu'il allait la tuer quand même, vérité ou non, parce qu'elle en savait trop et qu'elle était trop en colère, et la colère rendait les gens dangereux. Mais Dominique leva une main et Victor s'arrêta. « Elle est innocente, » dit Dominique. « Elle n'a pas empoisonné le vin. C'est un témoin, pas une assassin. » Son téléphone vibra dans sa poche et il le sortit, lut le message, et son expression devint froide d'une manière qui fit comprendre à Maya pourquoi les gens avaient peur des rois vampires. « Le conseil veut la confirmation que j'ai bu le vin, » dit-il. « Quelqu'un au conseil veut ma mort. Si je n'apparais pas affaibli au sommet dans 4 heures, ils sauront que j'ai été prévenu. » L'esprit de Maya parcourut les implications plus vite qu'elle ne s'y attendait. 3 ans d'obsession sur la mort de sa sœur lui ayant appris à penser comme quelqu'un qui planifie un meurtre. « Le minuteur, » dit-elle. « Il ne s'agissait pas de trouver le corps de Brett. Il s'agissait de vous forcer à boire avant que vous ne suspectiez quoi que ce soit. Le corps a été découvert juste au moment où vous auriez commencé à sentir le poison, juste au moment où vous auriez été trop faible pour obtenir de l'aide. » Dominique la regarda avec quelque chose qui aurait pu être du respect. « Exactement, » dit-il. « Ce qui signifie que celui qui a fait ça connaît mon emploi du temps, connaît mes protocoles de sécurité, sait combien de temps le poison met à agir. » Il rangea son téléphone.
Je dois identifier le traître au conseil. Et vous avez besoin de protection, car dès qu'ils réaliseront que vous m'avez prévenu, ils viendront vous chercher. Maya aurait dû être terrifiée, mais au lieu de cela, elle sentit une étrange clarté s'installer en elle, le genre qui vient quand on a attendu quelque chose depuis si longtemps que lorsqu'il arrive enfin, cela ressemble presque à un soulagement. « Je veux le nom, dit-elle. Celui qui a tué ma sœur. Donnez-moi ça, et je vous aiderai à trouver votre traître. » Dominique devint très silencieux, puis il dit la chose qui donna un sens à tout le reste. La même personne qui a empoisonné ce vin. Maya sentit le monde basculer. « Vous savez qui a tué Caroline, dit-elle, et ce n'était pas une question. Vous l'avez toujours su. » Dominique croisa son regard dans le miroir. « Je l'ai suspecté. Votre sœur était une journaliste d'investigation. Elle enquêtait sur les liens entre les gouvernements vampires et humains. 2 semaines avant sa mort, elle a demandé une interview avec moi sur le système d'application du traité. Je n'ai jamais eu la chance de la rencontrer. Elle a été tuée avant que nous puissions parler. Et quand j'ai commencé à auditer les activités des membres du Conseil l'année dernière, j'ai trouvé un schéma. 43 humains morts en 3 ans, tous classés comme cause naturelle ou accident. 31 d'entre eux étaient des journalistes, des militants, des témoins. Il fit une pause. Votre sœur était la numéro 17. Les mains de Maya tremblaient maintenant, et elle les pressa contre le cadre du miroir, contre l'argent terni, ayant besoin de quelque chose de solide à quoi se raccrocher. « Qui ?» dit-elle. Dominique sortit à nouveau son téléphone et lui montra une photo. La conseillère Elizabeth Crowe. Elle dirige la division de l'application du traité. C'est elle qui décide quels humains sont des menaces, lesquels doivent être éliminés pour protéger le secret des vampires. Et c'est elle qui nous tuera tous les deux si nous ne pouvons pas la démasquer au sommet de ce soir. Les bougies vacillèrent et Maya regarda la femme sur la photo, élégante et froide, robe de soie émeraude et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « C'est la personne qui a assassiné ma sœur, » dit Maya, et Dominique hocha la tête. « C'est la personne qui vient d'essayer de m'assassiner, » dit-il. « Nous avons 4 heures pour le prouver. » Victor se racla la gorge dans l'ombre. « Nous devons mettre en scène l'empoisonnement, » dit-il. « Faire croire que vous avez bu. Leur faire penser que leur plan a fonctionné. » Dominique se dirigeait déjà vers les escaliers. Maya le suivit, car il n'y avait rien d'autre à faire, car l'assassin de sa sœur avait maintenant un nom et un visage, et Maya n'allait pas la laisser s'en tirer. Ils remontèrent dans la cuisine par le couloir arrière, et le chaos s'était aggravé. La police arrivant déjà, le chef de salle parlant rapidement dans un téléphone, pendant que quelqu'un criait d'appeler une ambulance, bien que Brett fût clairement au-delà de ce besoin. Dominique attira l'attention d'un de ses agents de sécurité, fit un petit geste, et l'homme hocha la tête et disparut vers la salle à manger. Maya regarda Dominique enlever son manteau, ébouriffer ses cheveux, renverser le verre de vin pour qu'il se répande sur la nappe blanche. Il s'arrangea dans la banquette pour ressembler à quelqu'un qui avait essayé de se lever et avait échoué, puis sa sécurité était là, criant à l'aide, criant que le roi vampire était malade. La performance était parfaite. En quelques minutes, le restaurant éclata d'un chaos différent, des dignitaires vampires apparaissant d'autres tables, des officiels humains essayant de gérer la situation, tout le monde parlant en même temps de protocole, de retard du sommet et de ce que cela signifiait pour les relations du traité. Maya se glissa vers la cuisine et trouva Victor qui l'attendait. « Vous êtes sur les enregistrements de surveillance, » dit-il d'un ton plat, en lui passant la note, en prenant sa table. « Dans 30 minutes, toutes les maisons de vampires de la ville auront cet enregistrement. Vous venez de devenir une cible. » Maya savait que cela arriverait, mais l'entendre dire à voix haute lui noua quand même l'estomac. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, et elle détesta le son de sa voix, petite et effrayée.
Victor la regarda un long moment, puis sortit un téléphone, tapa quelque chose. Vous venez avec nous, dit-il. Ordre de Dominique. Vous êtes sous sa protection maintenant, que cela vous plaise ou non. Ils descendirent par les tunnels de livraison, d'anciens passages en briques qui couraient sous le pâté de maisons, utilisés pour apporter des fournitures sans perturber l'entrée principale. Les murs étaient humides de condensation, et l'air sentait la terre mouillée et le vieux métal, et quelque part loin au-dessus, Maya pouvait entendre le minuteur de la cuisine sonner à nouveau, pouvait entendre les cris étouffés alors que quelqu'un d'autre trouvait quelque chose de terrible. « C'est un handicap !» dit Victor à Dominique quand ils atteignirent le parking souterrain où attendaient 3 voitures noires. « Mettez fin à ça !» Dominique ouvrit la portière arrière de la voiture du milieu. « C'est la seule personne dans cette pièce qui ne voulait pas ma mort, » dit-il. « Calculez la valeur de cela. » Maya monta dans la voiture et regarda le Vermilion Room disparaître derrière eux à travers les vitres teintées, regarda sa vie normale, sa vie sûre, sa vie invisible s'évanouir comme si elle n'avait jamais existé. Son appartement serait perquisitionné dans l'heure. Ses collègues seraient interrogés. Son nom serait signalé dans des systèmes dont elle ignorait l'existence. Et quelque part dans la ville, la conseillère Elizabeth Crowe recevrait la confirmation que son poison avait fonctionné, que le roi vampire était neutralisé, que le plan se déroulait exactement comme prévu. Sauf que ce n'était pas le cas. Et Maya allait s'assurer que Crowe le comprenne avant la fin de la nuit. L'archive n'était pas ce à quoi Maya s'attendait, pas une bibliothèque gothique avec des livres en cuir et des vitraux, mais un entrepôt industriel en bordure du quartier où les conteneurs d'expédition étaient déchargés et où personne ne posait de questions sur ce qu'il y avait à l'intérieur. Dominique la conduisit à travers une porte renforcée qui nécessitait 3 serrures distinctes et un code de clavier, et à l'intérieur, l'espace s'ouvrait sur des rangées d'étagères métalliques qui s'étendaient dans l'ombre, des néons bourdonnant au-dessus, projetant sur toute chose une lumière blanche et froide qui rendait la poussière dans l'air visible comme de l'électricité statique. Des dossiers dans des boîtes sans acide bordaient chaque étagère, étiquetés avec des décennies au lieu d'années, des années 1920 aux années 1980 sur le côté gauche, des années 1990 à aujourd'hui sur le droit. Et Maya comprit qu'elle regardait l'histoire cachée d'une ville qui prétendait que les vampires étaient de la mythologie et les traités de la fiction. Victor resta près de la porte, observant la rue à travers une petite fenêtre, la main toujours près de son arme, car apparemment le fait que Maya ait été prouvée véridique par un miroir ancien ne signifiait pas qu'on lui faisait confiance, juste qu'elle était temporairement utile. Dominique se déplaçait entre les étagères comme s'il en avait mémorisé la disposition. Ce qu'il avait probablement fait, il venait probablement ici assez souvent pour que le chemin soit gravé dans sa mémoire, comme le parcours de Maya à travers le Vermilion Room l'était dans la sienne. Il s'arrêta à une section étiquetée 2022, prit une boîte, la posa sur une table en métal sous la seule lampe de bureau de tout l'entrepôt, du genre avec un col flexible qui concentrait la lumière jaune en un petit cercle et laissait tout le reste dans une ombre fluorescente. Caroline Reeves, lisait l'étiquette, et le cœur de Maya s'arrêta. Dominique ouvrit la boîte, et à l'intérieur se trouvaient des chemises de dossier, des photographies, des transcriptions d'entretien, et au-dessus, un rapport d'autopsie avec cause naturelle tamponné en rouge sur la première page. « Je ne connaissais pas son nom avant ce soir, » dit Dominique doucement, et il ne regardait pas Maya, mais la photographie de Caroline attachée à l'intérieur du dossier, sa photo de badge de presse du journal où elle avait travaillé. « Je suis désolée. » Maya sentit quelque chose se fissurer dans sa poitrine. 3 ans de chagrin qu'elle avait gardé sous contrôle, fonctionnel, enterré sous des doubles services, des paiements de loyer et le processus mécanique de la survie. « Vous êtes désolée, dit-elle,
et sa voix sortit brisée. Elle allait m'apprendre à surfer cet été-là. Elle avait déjà acheté les planches, les avait dans son garage, planifiait tout ce voyage le long de la côte. Elle n'a jamais pu m'emmener parce qu'elle est morte en s'étouffant avec du vin à un gala de charité pendant que les gens se tenaient là à regarder. Maya s'arrêta, posa ses mains à plat sur la table, respira. Montrez-moi comment faire payer Crow. Dominic sortit le premier dossier et étala son contenu sur la table sous la lampe. Carolyn Reeves, journaliste d'investigation, avait passé 8 mois à suivre les liens entre le gouvernement de la ville et ce qu'elle avait appelé dans ses notes des schémas d'application inhabituels. Elle avait remarqué que certains criminels disparaissaient avant leur procès, que certains témoins se rétractaient du jour au lendemain, que certains militants cessaient de s'organiser après des réunions privées avec des officiels. Elle avait commencé par la corruption humaine et avait suivi le fil jusqu'à ce qu'il l'amène quelque part où les humains n'étaient pas censés regarder, dans le traité de fer et de verre. Maya lut l'écriture de sa sœur dans les marges des transcriptions d'entretien, l'écriture soignée que Caroline utilisait pour tout, les listes de courses, les cartes d'anniversaire et apparemment la documentation d'un pacte séculaire entre les maisons de vampires et les gouvernements humains. Le traité permettait aux vampires de gérer les criminels humains en échange du maintien du secret, de rester cachés, de ne pas perturber la fiction soigneusement entretenue qui permettait aux deux mondes de coexister. C'était censé concerner de vrais criminels, des violeurs, des meurtriers et des gens qui passaient entre les mailles du filet de la justice humaine. Mais Caroline avait trouvé autre chose. Elle avait trouvé une liste. 43 noms sur 3 ans, tous classés comme cause naturelle ou accident, tous morts quelques semaines après avoir enquêté sur des activités liées aux vampires, des journalistes qui posaient les mauvaises questions, des militants qui s'organisaient dans les mauvais quartiers, des témoins qui voyaient les mauvaises choses, et au bas de chaque décès, une signature sur les formulaires d'autorisation. Conseillère Elizabeth Crow, division de l'application du traité. Les mains de Maya tremblaient et elle feuilleta les dossiers plus rapidement, voyant le travail de sa sœur, voyant la preuve que Caroline était morte en essayant de publier. Crow tuait quiconque menaçait le secret des vampires et utilisait le traité pour le rendre légal, pour le sanctionner, pour le faire disparaître dans une paperasserie bureaucratique que personne ne remettait en question. Caroline l'avait compris, l'avait documenté, avait demandé une entrevue avec Dominic 2 semaines avant sa mort parce qu'elle voulait savoir si le roi vampire savait ce que son membre du conseil faisait. Et Crow l'avait tué avant que cette entrevue puisse avoir lieu. « Votre sœur n'était pas un dommage collatéral, » dit Dominic, et il lisait les mêmes dossiers que Maya, son visage soigneusement neutre. Elle était une cible. Elle a trouvé la preuve et Crow l'a fait éliminer sous l'autorité du traité, l'a classée comme une menace potentielle à la sécurité, l'a rendue légale. Maya sentit la rage lui monter à la gorge comme de la bile. Elle frappa le classeur à côté de la table, sentit le bord en métal lui couper les jointures. S'en moqua. Caroline était morte parce qu'elle était bonne dans son travail, parce qu'elle posait des questions, parce qu'elle croyait que les gens méritaient de connaître la vérité. Et une bureaucrate vampire avait signé un formulaire et l'avait fait disparaître. Maya retira sa main et vit du sang sur ses jointures, mais ne sentit pas la douleur. Ne sentit rien d'autre que le besoin de faire souffrir Crow comme Caroline avait souffert. Dominic prit doucement sa main, sortit un mouchoir de sa poche, l'enroula autour de ses jointures avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà eu affaire à des saignements. « Vous avez approuvé ce traité, » dit Maya, et ce n'était pas une question. Dominic finit d'attacher le mouchoir et ne lâcha pas sa main. « Oui, » dit-il, « il y a 60 ans, quand il était censé être question de justice, de s'occuper des humains que vos tribunaux ne pouvaient pas toucher. Je n'avais pas compris comment ils seraient abusés.
Je n'ai pas audité la division de l'application avant l'année dernière. À ce moment-là, Crow tuait depuis 3 ans. Il fit une pause. J'ai essayé de le démanteler de l'intérieur, discrètement, prudemment, et elle l'a découvert. Maya le regarda et vit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, de la culpabilité, de la vraie culpabilité. Le genre qui vient du fait de savoir que vous avez construit quelque chose qui a tué des gens. Le genre qui vous fait passer des années dans un entrepôt à parcourir les dossiers des morts, à apprendre leurs noms, à essayer de comprendre comment réparer les choses. Le poison de ce soir était censé ressembler à une allergie alimentaire, dit Dominique. Cause naturelle. M'en tient le secret du traité. Si je l'avais bu, Crow aurait pris mon siège au conseil, aurait contrôlé complètement l'application, aurait tué quiconque poserait d'autres questions. Il tendit la main et retira sa chevalière, la lourde bague en argent qui le marquait comme roi vampire, et la posa sur la table entre eux. Pas un symbole d'autorité maintenant, un geste d'ego. « J'ai besoin de votre aide, dit-il. J'ai besoin que vous témoigniez au sommet ce soir, que vous disiez au conseil ce que vous avez vu, ce que vous savez, que vous vous teniez devant eux et que vous leur fassiez voir ce que Crow a fait. » Maya fixa la bague. « Le sommet a des règles, » continua Dominique. « Une fois que vous entrez, vous êtes sous la loi du conseil. Territoire souverain. Si nous échouons, s'il ne nous croit pas, le traité permet à Crow de nous exécuter tous les deux. Pas de tribunal humain, pas d'appel. Vous entrez là-dedans et vous pariez votre vie sur ma capacité à convaincre 12 vampires que l'un des leurs est corrompu. » Maya ramassa le rapport d'autopsie de Caroline, regarda le tampon rouge, regarda le nom de sa sœur tapé proprement en haut. « Alors ne tombez pas, dit-elle. Dominique hocha lentement la tête. Les néons bourdonnaient au-dessus et la poussière attrapait la lumière, et à l'extérieur de l'entrepôt, la ville continuait de prétendre que les traités étaient des mythes et les vampires des histoires, et que des gens comme Caroline mouraient parfois, juste de la malchance, des causes naturelles, rien à enquêter. Mais Maya savait maintenant. Savait que sa sœur avait été assassinée par la même personne qui avait essayé d'assassiner Dominique, savait que Crow avait transformé le traité en un système d'exécution, savait que s'ils entraient au sommet ce soir, ils entraient dans une pièce pleine de prédateurs en espérant que la vérité importait plus que le pouvoir. Elle regarda Dominique et le vit l'observer, attendant qu'elle comprenne le coup total. « Vous avez besoin de moi parce que je suis humaine, » dit Maya. « Parce que si vous accusez Crow seul, ce sont des manigances de vampires. Mais si je témoigne, si je leur montre ce qu'elle a fait à Caroline, aux autres, cela devient quelque chose qu'ils ne peuvent pas ignorer. Cela devient la preuve que le traité est rompu, que le maintenir signifie cautionner le meurtre. » L'expression de Dominique ne changea pas. Mais quelque chose dans ses yeux confirma qu'elle avait raison. « Vous me demandez d'être la preuve, » dit Maya, « la preuve vivante que Crow tue les témoins, qu'elle abuse de l'autorité du traité, que le système que vous avez construit a tué 43 personnes. » dit simplement Dominique. Et, en échange, dit Maya lentement, y réfléchissant, le disant à voix haute pour qu'ils comprennent tous deux les termes. Vous me donnez les dossiers. Vous me donnez tout ce que Caroline a trouvé. Vous me laissez le publier. Vous me laissez laver son nom et poursuivre Crow en justice humaine si nous survivons au conseil. Tsati. Dominique resta silencieux un long moment. Puis il ferma le dossier de Caroline et poussa la boîte entière vers Maya. « C'est déjà à vous, » dit-il. « Tout ce qui se trouve dans cette archive. Chaque dossier sur chaque meurtre autorisé par Crow. Si nous sortons vivants du sommet, je témoignerai moi-même au tribunal humain. Je brûlerai le traité s'il le faut. » Maya sentit le poids de la boîte,
la réalité physique de 43 vies documentées sur du papier et de l'encre et dans l'écriture de sa sœur. Elle sentit les néons bourdonner au-dessus, l'air froid de l'entrepôt et la connaissance que dans 3 heures, elle entrerait dans une pièce pleine de vampires et accuserait l'un d'eux de meurtre. Elle sentit la bague de Dominique toujours posée sur la table entre eux, son autorité mise de côté, son aveu qu'il avait autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. C'est le point de bascule, pensa Maya. C'est là que tout change. Avant ce soir, elle avait essayé de survivre, d'essayer de comprendre, de donner un sens à la mort de Caroline. Maintenant, elle savait. Maintenant, elle avait des preuves. Maintenant, elle avait un nom, un visage et un roi vampire prêt à risquer sa propre vie pour réparer les choses. Et le seul chemin à suivre passait par un sommet qui pouvait les tuer tous les deux. Elle prit la bague et la tendit à Dominique. Il la prit mais ne la remit pas, la garda simplement dans sa paume comme s'il pesait ce qu'elle signifiait. Victor appela de la porte. « Nous avons 2 heures avant le sommet. Si nous faisons ça, nous devons nous préparer. » Maya regarda une dernière fois le dossier de Caroline, le visage de sa sœur sur la photo du badge de presse, jeune et vivante, et croyant que la vérité comptait. Puis elle regarda Dominique et hocha la tête. « Montrez-moi ce que je dois savoir, » dit-elle. « Montrez-moi comment entrer dans cette pièce et les faire écouter. » Et Dominique sourit, une petite chose dangereuse. « Je vais vous montrer comment leur faire peur, » dit-il, car la peur est la seule chose que le Conseil respecte. Ils quittèrent l'archive avec la boîte de dossiers, avec les preuves, avec les munitions dont ils auraient besoin pour survivre aux 4 prochaines heures. Et Maya comprit avec une clarté parfaite qu'elle venait de choisir d'entrer dans un monde qui ne pardonnait pas les erreurs, qui n'offrait pas de seconde chance, qui la tuerait au moment où elle cesserait d'être utile. Mais Caroline n'avait pas eu le choix. Brett n'avait pas eu le choix. 40 et un autre n'avaient pas eu le choix. Alors Maya choisirait pour eux tous. Elle entrerait au sommet. Elle dirait la vérité et elle ferait en sorte que Crow réponde de chaque nom dans cette boîte, ou elle mourrait en essayant. Le tailleur de Dominique arriva au refuge exactement 90 minutes avant le sommet. Un homme mince avec un mètre ruban drapé autour du cou et une housse à vêtements qui coûtait probablement plus que ce que Maya gagnait en un an. Et la première chose qu'il fit fut de sortir une robe d'un rouge pourpre profond qui retourna l'estomac de Maya, car elle savait ce que cela signifiait. Tenue traditionnelle pour cliente de vampire, dit-il en la posant sur le dossier du canapé avec la révérence que les gens réservent habituellement aux artefacts religieux. Cela montrera au Conseil que vous acceptez la protection du roi vampire, que vous comprenez votre place. Maya regarda la robe et pensa à Caroline. À sa sœur qui n'avait jamais accepté la version que quiconque se faisait de sa place, qui était entrée dans des pièces pleines de gens puissants et avait exigé des réponses. « Je ne porterai pas ça, » dit Maya d'un ton sec. Le tailleur cligna des yeux. « C'est la coutume, » dit-il. « C'est ce qui est attendu. Quand un humain se présente devant le conseil sous la protection d'un vampire, il porte les couleurs de la maison. Il affiche la relation. » Maya croisa les bras. « Je ne suis pas comme la plupart des humains, » dit-elle. « Et ce n'est pas une faveur, c'est un accord. Tenue de ville, gris foncé, pas de bijoux, rien qui dise que j'appartiens à quelqu'un. » Le tailleur regarda Dominique, qui se tenait près de la fenêtre, observant la rue en contrebas. Et Dominique se retourna avec quelque chose qui aurait pu être de l'amusement dans son expression. « Donnez-lui ce qu'elle veut, » dit-il. « Elle a raison, ce n'est pas une démonstration de propriété, c'est un partenariat. » Le tailleur soupira, mais sortit différentes options, et 1 heure plus tard, Maya se tenait devant un miroir, vêtue d'un tailleur gris anthracite qui lui allait comme s'il avait été fait pour elle, parce que c'était le cas.
veste ajustée à ses épaules, pantalon tombant exactement sur ses chaussures, l'ensemble parlant le langage des salles de conseil, des salles d'audience et des lieux où le pouvoir se négocie plutôt qu'il ne se commande. Elle ressemblait à quelqu'un qui était entré au sommet par choix, non par contrainte. Dominic se tenait à côté d'elle et commença à lui enseigner les règles. « Ne rompez jamais le contact visuel lorsqu'on vous défie, dit-il. Le conseil vous mettra à l'épreuve. Ils vous fixeront jusqu'à ce que vous ciliez. Si vous détournez le regard en premier, vous avez admis votre faiblesse. » Maya hocha la tête, le mémorisant. « Ne touchez jamais l'humain d'un autre vampire, » continua Dominique. « Ils sont une propriété selon la loi du conseil. Les toucher, c'est les revendiquer. Cela déclenchera un défi de sang et vous serez morte avant de pouvoir expliquer que c'était un accident. » Maya sentit sa peau se hérisser à la mention désinvolte des humains comme propriété, mais garda une expression neutre. « Et ne dites jamais de mensonges dans la chambre du conseil, » dit Dominique, et sa voix devint très sérieuse. « La pièce elle-même vous démasquera. Elle est construite autour d'un miroir circulaire. Tout ce que vous direz, tout ce que vous ferez, sera reflété et amplifié. Les mensonges se déforment. La vérité tient. » Maya pensa au droit du miroir dans la cave à vin, au fait d'avoir vu Caroline mourir dans le reflet du miroir. Ce serait cela multiplié par 100, par 1000, ces mots mis à l'épreuve devant 12 maisons de vampires. « Pas de pression, » dit-elle, et Dominique faillit sourire. « Vous vous en sortirez bien, » dit-il. « Vous avez déjà passé un test du miroir. C'est juste un public plus large. » Ils prirent 2 voitures pour se rendre au sommet, Victor conduisant le véhicule de tête avec une sécurité supplémentaire, Dominique et Maya dans la seconde voiture aux vitres teintées qui transformait la ville à l'extérieur en ombre et en lampadaire. Maya regarda les bâtiments passer de l'industriel à l'historique, du fonctionnel à l'orné, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent devant un opéra reconverti qui semblait avoir été construit pour impressionner et intimider à parts égales. Des marches de marbre noir menaient à des portes 2 fois plus hautes qu'une entrée normale, des garnitures dorées partout, le genre d'architecture qui annonçait la richesse, le pouvoir et des siècles des deux. Les membres du conseil arrivaient déjà, des vampires en tenue de cérémonie avec des entourages humains qui se déplaçaient comme des danseurs bien entraînés, ne faisant jamais un faux pas, ne parlant jamais à moins d'y être invités. Maya compta 12 groupes différents, 12 maisons, chacune dégageant le genre de présence qui faisait que les humains normaux traversaient la rue sans savoir pourquoi. Et là, près du centre du foyer, se trouvait la conseillère Elizabeth Crowe. Elle portait une soie émeraude qui captait la lumière comme de l'eau, ses cheveux tirés en arrière, sévères et élégants, flanqués de 2 assistants humains qui se tenaient trop immobiles, qui respiraient trop prudemment, qui semblaient avoir été entraînés à être des meubles. Crowe vit Maya et devint très silencieuse, le genre de silence qui précède les explosions. Des chuchotements parcoururent la foule, de vampire à vampire, l'équivalent surnaturel de téléphone bourdonnant de ragots. Dominique a amené un témoin humain. Cela n'est pas arrivé depuis 70 ans. Peut-il faire ça? Qu'est-ce que cela signifie? Maya sentit tous les yeux du foyer se tourner vers elle et lutta pour garder sa respiration stable, son expression calme, pour se souvenir qu'elle avait choisi cela. Que Caroline méritait cela, que 43 personnes méritaient que quelqu'un se tienne devant le conseil et nomme leur meurtrier. Crowe s'avança avec grâce, ses assistants la suivant exactement 3 pas derrière, et son sourire était poli et froid. « Dominique, » dit-elle, et sa voix porta à travers le foyer, comme si elle jouait pour un public. « Vous amenez de la compagnie, comme c'est charmant. Parle-t-elle ou se contente-t-elle de se tenir là de manière décorative? » Maya sentit la rage flamber dans sa poitrine,
mais Dominique parla avant qu'elle ne le puisse. Elle dit des vérités que vous avez passé 3 ans à enterrer, Élisabeth, dit-il, et sa voix était froide comme l'hiver, froide comme quelque chose qui pourrait vous tuer sans jamais élever sa température. La pièce devint encore plus silencieuse. Le sourire de Crow se crispa sur les bords. « Attention, Dominique, dit-elle. Les accusations sans preuve sont indignes d'un roi. » Maya s'avança avant que Dominique ne puisse répondre, avant que quiconque ne puisse l'arrêter. « Alors parlons de preuves, » dit-elle, et sa voix sortit stable et claire. « Et de Caroline Reeves, et du traité de fer et de verre. » Le foyer éclata en murmures, les membres du conseil se tournant les uns vers les autres, les humains chuchotant derrière leurs mains, la façade soignée de la civilité se fissurant. Le sourire de Crow s'évapora complètement. Elle leva une main, et la pièce se tut, et Maya comprit qu'elle regardait quelqu'un qui savait comment commander l'attention, qui avait passé des décennies à apprendre les leviers du pouvoir. « J'invoque le défi de l'invité, » dit Crow, et le poids formel des mots les fit sonner comme une procédure légale. Cette humaine n'a aucune légitimité devant le Conseil. Elle ne peut justifier sa présence. Je demande son renvoi. Un renvoi permanent. Maya sentit Victor se tendre à côté d'elle, sentit la main de Dominique planer près de son coude, sentit le poids de 12 maisons de vampires observant pour voir ce qui allait se passer. Puis Dominique se plaça entre Maya et Crow, et quand il parla, sa voix portait l'autorité d'un roi qui avait régné plus longtemps que la famille de Maya n'avait existé. « J'invoque le lien de témoin, » dit-il. « Maya Reeves est sous ma protection directe et mon autorité de témoignage. Elle se tient ici à mon invitation et en vertu de la loi du Conseil. Tout défi à son encontre est un défi à mon encontre. » La salle réagit. Certains membres du Conseil hochant la tête en signe d'approbation, d'autres fronçant les sourcils, calculant ce que cela signifiait pour les alliances et la politique. L'expression de Crow devint très figée. « Un lien de témoin requiert un seau de sang, » dit-elle, public et contraignant. « Êtes-vous certain de vouloir vous lier à une serveuse humaine, Dominique? Comprenez-vous ce que cela coûte? » Dominique sortit un petit couteau en argent de la poche de sa veste, du genre qui semblait cérémoniel et ancien. « Je comprends parfaitement, » dit-il, et il se coupa la paume. Une goutte de sang perla, sombre et visqueuse. Maya savait ce qui allait arriver. On l'en avait informée dans la voiture. Le seau de sang la marquerait comme appartenant à Dominique pendant 30 jours, ou jusqu'à ce que le lien soit formellement dissous. Il la rendrait intouchable par les autres vampires, protégée par son autorité. Il ferait aussi d'elle une cible pour quiconque voudrait lui faire du mal, une vulnérabilité qu'il choisissait d'accepter publiquement. Elle tendit son poignet. Dominique pressa sa paume saignante contre sa peau et elle sentit le sang la toucher, le sentit brûler froidement puis se réchauffer, sentit quelque chose s'installer dans ses os qui n'était pas tout à fait de la magie, mais qui n'était certainement pas naturel. La marque apparut sur son poignet, un motif argenté comme du givre sur une vitre, visible de tous dans le foyer. La salle réagit. Certains membres du conseil hochèrent la tête, reconnaissant le lien comme légitime. D'autres regardèrent Crow pour voir comment elle répondrait. L'expression de Crow s'était pétrifiée. Toute prétention de charme abandonnée. Victor se pencha près de Dominique et murmura « Vous venez d'en faire une cible prioritaire. Chaque vampire ici sait qu'un lien de témoin signifie que vous avez des preuves. » Dominique ne quitta pas Crow des yeux. « Je compte là-dessus, » dit-il doucement. Les portes de la chambre du conseil s'ouvrirent, massives et ornées, et une voix appela la session à l'ordre. Maya franchit ces portes avec Dominique à ses côtés, et Victor derrière elle, et elle entra dans un espace qui lui coupa le souffle. L'opéra avait été converti en quelque chose entre une salle d'audience et une cathédrale. Les sièges de velours rouge enlevés pour créer un sol ouvert en marbre noir, le plafond vertigineux peint de fresques de traités historiques entre vampires et humains.
Des moments figés dans l'art où les deux espèces avaient négocié la paix, la guerre ou la coexistence. Des lustres de cristal pendaient du plafond, projetant sur toute chose une lumière qui se réfractait et se multipliait. Et au centre de la chambre, occupant un espace de 20 pieds de diamètre, se trouvait un miroir circulaire. Pas un miroir sur un mur, mais un miroir encastré dans le sol, parfaitement plat, parfaitement clair, reflétant le plafond, les lustres et tous ceux qui passaient devant. Le cœur de la chambre du conseil, où la vérité serait mise à l'épreuve, où les mensonges se déformeraient, où Maya devrait se tenir, parler et espérer que le reflet tienne. 12 chaises disposées en demi-cercle autour du miroir, chacune occupée par un vampire qui avait vécu assez longtemps pour accumuler pouvoir et cruauté à parts égales. Crow prit son siège, ses assistants humains se tenant derrière elle comme des statues. D'autres membres du conseil s'installèrent, leurs entourages se disposant dans des zones désignées. L'air sentait le vieux bois, la cire de bougie et quelque chose de métallique que Maya ne pouvait identifier, la peur, le sang ou les deux. Des caméras de surveillance dans chaque coin, des lumières rouges clignotant, transmettant à des observateurs que Maya ne pouvait pas voir. Dominique la conduisit à un espace près du bord du miroir, une position qui la mettait en pleine vue de chaque membre du conseil et de leurs reflets. « C'est ici que vous témoignerez, » dit-il doucement. « C'est ici que vous leur direz tout. » Maya regarda le miroir et se vit reflétée, petite, humaine et vêtue d'un tailleur gris, dans une pièce pleine de prédateurs. Elle vit la marque sur son poignet briller d'un éclat argenté. Elle vit Dominique à côté d'elle, son expression soigneusement neutre, sa main près de la sienne, mais sans la toucher. Et elle vit Crow de l'autre côté de la chambre, l'observant avec le genre de concentration qui signifiait que des calculs se faisaient, que des plans se formaient, que des contingences étaient activées. Le chef du conseil, un vampire plus âgé aux cheveux blancs et au visage qui avait oublié comment sourire, appela la session à l'ordre. « Nous nous réunissons pour un témoignage, » dit-il, et sa voix résonna contre les murs. Le roi vampire Dominic Thorne a invoqué le lien de témoin pour amener une humaine devant nous. C'est sans précédent dans les temps modernes. Nous allons entendre ses raisons. Dominic s'avança jusqu'au bord du miroir. « Il y a 3 ans, » dit-il, la conseillère Elizabeth Crow a autorisé l'exécution de 43 humains sous l'autorité du traité. Elle les a classés comme menaces à la sécurité. Elle a rendu leur mort légale selon notre loi. Mais ce n'étaient pas des criminels. C'étaient des journalistes, des militants, des témoins, et l'une d'entre eux était la sœur de cette femme. La chambre éclata. Les membres du conseil parlant les uns par-dessus les autres, les humains chuchotant, Crow se levant de sa chaise. Dominique éleva la voix. « J'ai des preuves, » dit-il. « J'ai de la documentation, et j'ai un témoin qui peut témoigner du schéma d'abus, qui peut nommer les morts, qui peut vous dire ce que le traité est devenu sous l'application de Crow. » Le chef du conseil regarda Maya. « Vous êtes Maya Reeves, » dit-il, sœur de Carolyn Reeves, journaliste. Vous prétendez que la conseillère Crow a assassiné votre sœur. Oui, dit Maya, et elle s'avança jusqu'au bord du miroir, regarda son reflet et se prépara à dire la vérité qui allait soit les sauver, soit les tuer tous les deux. Dominique se tenait au bord du miroir circulaire et exposa ses preuves avec la précision d'un procureur qui avait monté un dossier pendant des mois, ce qui était le cas. Il brandit des documents imprimés sur du papier à en-tête du conseil, des ordres d'exécution signés par Elizabeth Crow, 43 noms s'étalant sur 3 ans, chacun approuvé sous l'autorité du traité comme une menace à la sécurité des vampires. 12 de ces individus avaient un casier judiciaire, dit Dominique, sa voix portant à travers la chambre. Des violeurs, des meurtriers, des gens qui passaient entre les mailles du système judiciaire humain. Le traité a été conçu pour eux.
Mais 31 n'avaient aucun antécédent criminel. C'étaient des journalistes enquêtant sur la corruption gouvernementale, des militants s'organisant dans des quartiers où les vampires menaient leurs affaires, des témoins de violation du traité. Il fit une pause, laissa les chiffres s'imprégner. Carolyn Reeves était la numéro 17. C'était une journaliste d'investigation qui a découvert le traité de fer et de verre. Elle a demandé une entrevue avec moi sur les schémas d'application. 2 semaines plus tard, la conseillère Crow l'a fait tuer lors d'un gala de charité. Vin empoisonné, classé comme cause naturelle. La chambre du conseil était silencieuse, à l'exception du bruit du papier froissé, alors que Dominique distribuait des copies des dossiers, des ordres d'exécution, des registres falsifiés, des pots de vin aux médecins légistes qui modifiaient les résultats d'autopsie. Maya regarda les membres du conseil lire, vit leurs expressions passer du scepticisme à l'inquiétude, puis au calcul, les vit comprendre qu'il ne s'agissait pas de manœuvres politiques, mais de faits documentés. Crow se leva de sa chaise, et quand elle parla, sa voix était calme, presque amusée. Le traité autorise la discrétion, dit-elle. Il donne à l'autorité d'application le pouvoir d'évaluer les menaces et de les neutraliser avant qu'elles ne compromettent la sécurité des vampires. Chaque personne sur la liste de Dominic a fait l'objet d'une enquête. Chacune a été jugée comme présentant un risque pour notre existence. J'ai protégé notre espèce de l'exposition. C'est mon travail. L'audit de Dominic n'est pas une réforme, c'est une trahison contre la sécurité des vampires. La salle changea d'atmosphère, les membres du conseil se penchant en avant, et Maya vit le piège que Crow tendait. Elle ne niait pas les meurtres, elle les justifiait. Elle faisait en sorte que le débat porte sur la question de savoir si le conseil valorisait le secret plus que les vies humaines individuelles, et Maya savait, après 3 ans de recherche sur la mort de sa sœur, que les gens puissants choisissaient presque toujours le secret. Crow leva la main et la chambre se tut. « Je demande un vote en conclave, dit-elle, et les mots formels firent se raidir plusieurs membres du conseil. Ce conseil doit-il censurer Dominic Thorne pour avoir sapé l'application du traité et déstabilisé les relations humaines? Si le vote passe, il perd son siège au conseil. Son témoin humain perd toute protection. Elle sera déclarée violatrice du traité en vertu de la clause de connaissance et soumise à une sanction immédiate. Maya sentit le sol se dérober sous ses pieds. Clause de connaissance. Elle en avait trop appris, trop vu. Si Dominic perdait son siège, elle serait tuée légalement, officiellement, sans intervention de la justice humaine. Crow sourit, d'un air poli et froid. « J'ai 6 voix, dit-elle en regardant les membres du conseil qui lui avaient déjà fait signe de la tête. Il m'en faut 7 sur 12 pour gagner. La chambre éclata en négociations, la politique des vampires se déroulant en temps réel. Les membres du conseil se regroupant, chuchotant, calculant les alliances et les dettes, et si soutenir Dominic ou Crow profiterait davantage à leur maison. Maya regarda la pièce se fracturer et comprit qu'elle assistait à un système qui fonctionnait depuis des siècles, qui avait survécu en privilégiant la survie à la justice, le secret à la responsabilité. Dominic tenait 4 loyalistes, des vampires qui avaient soutenu ces réformes auparavant, qui croyaient que le traité était devenu corrompu. Mais 2 étaient indécis, la conseillère Yuki Tanaka et le conseiller James Morrow, et ils se tenaient à l'écart des groupes, observant, attendant. L'esprit de Maya tournait à plein régime. Tanaka et Morrow ne voteraient pas uniquement par principe. Ils avaient besoin de la preuve que les actions de Crow menaçaient leur propre maison, que sa corruption n'était pas contenue, que la soutenir signifiait accepter un risque. Et soudain, Maya comprit. Les enregistrements de surveillance du restaurant, le meurtre de Brett. Si Crow avait ordonné l'empoisonnement, ces gens auraient laissé des preuves. Chaque maison de vampires avait des méthodes de signature, des marques de fabrique,
des façons de tuer qui marquaient le territoire et envoyaient des messages. Si Brett avait été tué par les gens de Crow, le corps le dirait. Maya sortit son téléphone et envoya un message à Victor, qui était toujours au Vermilion Room pour coordonner le nettoyage, gérer la police, contenir la scène. Elle tapa rapidement. Besoin des enregistrements de surveillance de la cuisine ce soir. Besoin d'examiner le corps de Brett pour des marques de maison. La signature de Crow est un garrot en fil d'argent. Vérifie ça. Urgent. Le téléphone vibra en retour 30 secondes plus tard. Je vérifie maintenant. Maya regarda le vote du conseil se dérouler autour d'elle, Crow comptant ses partisans, Dominic observant les vampires indécis, comme s'il calculait des probabilités qui n'étaient pas en sa faveur. Elle regarda le miroir sous ses pieds et vit la chambre reflétée, vit les lustres et les fresques et elle-même, petite, humaine et marquée d'argent à son poignet. Son téléphone vibra à nouveau. Trouvé. Brett a été tué avec un fil d'argent. Marque de fabrique de la maison Crow. Je récupère les images maintenant. Je te les envoie sur ton téléphone. Le cœur de Maya battait la chamade contre ses côtes. Elle leva les yeux vers Dominic et croisa son regard, brandit son téléphone. Il comprit immédiatement, la rejoignit en 3 pas. « Qu'as-tu » demanda-t-il doucement, et Maya lui montra le message de Victor. L'expression de Dominic devint très figée, le genre de fixité qui précède la violence. Il se tourna vers le conseil. « J'ai des preuves supplémentaires, » dit-il, et sa voix trancha les négociations comme une lame. Des preuves que la conseillère Crow a violé la loi du traité ce soir, qu'elle a tué un témoin humain de son propre crime, qu'elle a tenté d'assassiner un membre du conseil en exercice. Le sourire de Crow s'évapora. Elle se dirigea vers Dominic, mais il leva la main. « Maya Reeves présentera les preuves, » dit-il, comme c'est son droit en vertu du lien de témoin. Maya s'avança au centre du miroir et sortit son téléphone. Le connecta au système de projection de la chambre. Les mêmes écrans utilisés pour les affaires officielles du conseil. L'enregistrement se chargea et remplit le mur derrière elle, une vidéo granuleuse de caméras de sécurité de la cuisine du Vermilion Room. L'horodatage indiquait il y a 6 heures. La vidéo montrait une femme en uniforme de restaurant se déplaçant dans la cuisine, sortant une petite fiole de sa poche, la vidant dans un verre de vin. Maya figea l'image et zooma sur le visage de la femme. « C'est l'assistante humaine de Crow », dit-elle en désignant la femme qui se tenait actuellement derrière la chaise de Crow dans la chambre du conseil. Elle a empoisonné le vin destiné à Dominic. La chambre éclata, mais Maya continua de parler, laissant la vidéo jouer. « Regardez ce qui se passe ensuite, » dit-elle. Brett, le serveur qui devait livrer le vin, entre dans la cuisine. Il voit l'assistante verser le poison dans le verre. Il comprend ce qu'il voit et il s'enfuit. La vidéo montrait Brett se retournant, courant vers la chambre froide, l'assistante le suivant. L'angle de la caméra fut coupé, trafiqué, mais Maya avait la pièce suivante prête. « Le corps raconte le reste, » dit-elle, et elle afficha la photo que Victor avait envoyée, la gorge de Brett montrant la fine ligne profonde d'un garrot en fil d'argent, la méthode de mise à mort signature de la maison de Crow. Crow a tué le témoin de son propre agent en utilisant l'autorité du traité. Puis elle a essayé de tuer le roi vampire quand il s'est approché de trop près du schéma. Tanaka se leva de sa chaise, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux vifs. « Cela change le calcul, » dit-elle. Si Crow élimine les témoins de ses propres crimes, si elle cible les membres du Conseil, l'autorité du traité a été instrumentalisée au-delà de son intention. Moreau hocha lentement la tête. « Je suis d'accord, » dit-il. « Ce n'est pas de l'application de la loi, c'est une consolidation du pouvoir. Je vote contre la censure. » Tanaka suivit. « Contre la censure, » dit-elle. La salle bascula, le vote changeant de camp, 6 pour Crow et 6 contre,
Une impasse. Le chef du conseil regarda Crow. Vous avez une réponse, conseillère? L'expression de Crow s'était pétrifiée, mais Maya vit autre chose en dessous, un désespoir masqué par la confiance. Elle s'avança jusqu'au bord du miroir, et quand elle parla, sa voix était froide et claire. Dominique veut brûler le traité et nous exposer tous, dit-elle. Il veut démanteler le système d'application qui a empêché les humains de nous chasser pendant 60 ans. Est-ce l'avenir que vous voulez? Des humains avec des torches à nos portes? Des humains passant des lois contre nous? Le traité est la seule chose qui se dresse entre nous et l'extinction. Et vous votez pour le détruire parce qu'un roi vampire a une conscience. Dominique se plaça face à elle de l'autre côté du miroir. Je veux un traité qui ne nous oblige pas à assassiner des innocents, dit-il. Je veux un système qui distingue les menaces réelles des témoins gênants. Si cela est radical, si cela est de la trahison, alors ce conseil est déjà mort. La chambre se tut, et puis Crow joua sa dernière carte. Elle sortit une lame d'argent de sa manche, ancienne et cérémonielle, et la brandit. J'invoque le droit ancien du combat singulier, dit-elle, et les mots formels rendirent l'air plus lourd, firent paraître les lustres plus sombres. Dominique m'a accusé de trahison, qu'il le prouve par le sang, pas par les mots. Combat singulier, maintenant, dans cette chambre. La version des faits du vainqueur deviendra la vérité du conseil. Maya sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle regarda Dominique et vit l'épuisement dans les traits de son visage, vit la façon dont il se tenait trop prudemment, vit qu'il était éveillé depuis 24 heures, qu'il ne s'était pas nourri et qu'il avait passé les 6 dernières heures en combat politique. Crow était fraîche, Crow était vicieuse, Crow allait le tuer. Mais Dominique hocha la tête. « J'accepte, dit-il, car Maya comprit que s'il refusait, Crow invoquerait le même défi contre elle en tant que détentrice du lien de témoin, et Maya n'avait aucune formation au combat de vampires, aucune force surnaturelle, aucune chance de survivre. Dominique achetait sa vie avec la sienne. Les membres du conseil se levèrent et formèrent un cercle autour du miroir, ancien et gladiatorial, le genre de choses qui ne devraient pas se produire dans une ville moderne, mais les voilà. Crow enleva sa veste, roula des épaules, sourit. Dominique déboutonna ses poignets, et Maya vit ses mains trembler légèrement avant qu'il ne les contrôle. Le combat commença rapidement. Crow se déplaçait comme de l'eau, comme quelque chose qui avait passé des siècles à apprendre à tuer efficacement, et elle visa immédiatement la gorge de Dominique. Il bloqua, contra, se déplaça sur la défensive car il gagnait du temps, car il faisait confiance à Maya pour trouver l'ouverture comme elle avait trouvé le vin empoisonné, comme elle avait trouvé les enregistrements de surveillance. Maya se força à regarder le miroir, pas le combat. Regarda les reflets se déplacer sur la surface polie, regarda l'image de Crow et l'image de Dominique s'affronter, se séparer et s'affronter à nouveau. Le combat était brutal. Dominique porta un coup qui aurait dû ralentir Crow, mais elle l'absorba et continua d'avancer. Elle pénétra sa garde et dirigea sa lame vers sa poitrine, et il se tordit, recevant la coupure à l'épaule à la place, le sang sombre sur sa chemise blanche. L'odeur emplit la chambre, cuivre et sel, et autre chose, quelque chose qui fit se pencher les autres vampires. Crow exploita son avantage, repoussa Dominique vers le bord du miroir, et Maya le vit faiblir, vit sa défense s'affaiblir. Crow lui attrapa la gorge, le força à genoux au bord du miroir, et Maya la vit lever la lame pour le coup de grâce. Et puis Maya vit le reflet. Le visage de Crow était froid, contrôlé, le visage de quelqu'un accomplissant une tâche désagréable, mais nécessaire. Mais dans le miroir, son reflet souriait. Pas un petit sourire,
Pas une satisfaction sinistre, mais un large sourire ravi, l'expression de quelqu'un qui appréciait cela, qui savourait le meurtre. Le miroir! Cria Maya, sa voix se brisant. Regardez son reflet, elle sourit. Chaque membre du conseil se tourna pour regarder le miroir. Vit le reflet de Crow souriant, tandis que son vrai visage restait neutre. Vit la vérité que le miroir exposait, que ce n'était pas une question d'honneur, de défense ou de justice, que Crow appréciait l'exécution. Tanaka s'avança, sa voix tranchante. Crow, dit-elle, vous avez violé l'esprit du combat. Ce n'est pas de l'honneur, c'est une exécution. Le droit ancien exige de se défendre, pas de savourer le meurtre. Le combat s'arrête maintenant. Crow se figea, la lame toujours levée, et pendant une seconde, Maya pensa qu'elle l'abattrait quand même, qu'elle tuerait Dominic et ferait face aux conséquences. Mais Moreau entra dans le cercle, posa sa main sur le poignet de Crow. « Assez, dit-il. Le miroir a parlé. Vous avez perdu par exposition, non par défaite. » Le contrôle de Crow vola en éclats. Elle se tourna vers Maya, lâcha Dominic et se jeta à travers le miroir, la lame toujours à la main et le meurtre dans les yeux. Mais Victor était déjà en mouvement, l'interceptant, la désarmant en 2 mouvements efficaces et la forçant au sol. La chambre éclata de bruit, les membres du conseil criant, les humains reculant, l'ordre soigné du sommet se dissolvant. Maya courut vers Dominic, qui saignait de l'épaule, respirant difficilement, et il la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la gratitude ou de l'épuisement. « Vous l'avez trouvé, dit-il doucement. Le miroir. Je vous avais dit que la vérité comptait. » Maya regarda Crow au sol, Victor là maintenant, les membres du conseil formant un nouveau genre de cercle, celui qui précède le jugement. Tanaka parla la première. « Elizabeth Crow, dit-elle, vous êtes démise de votre siège au conseil avec effet immédiat. Votre autorité d'application est révoquée. Les marques de votre maison feront l'objet d'une enquête. Et vous serez jugée en vertu des lois vampiriques et humaines pour les meurtres que vous avez commis. » Crow montra enfin son vrai visage, rage et désespoir, et quelque chose qui ressemblait à de la peur. « Vous êtes tous des imbéciles, » hurla-t-elle. « Le traité, c'est la seule chose qui empêche les humains de mettre le feu à nos maisons. La réforme de Dominic est une condamnation à mort. Vous verrez tous. » Le chef du conseil fit un geste, et la sécurité emmena Crow hors de la chambre, sa voix résonnant à travers les portes jusqu'à ce qu'elle soit complètement coupée. Maya se tenait dans le silence qui suivit, les mains si serrées que ses ongles avaient fait couler le sang, tout son corps tremblant d'une adrénaline qu'elle ne pouvait libérer. Elle regarda le miroir sous ses pieds et vit la chambre reflétée. Vit les membres du conseil et le sang sur le sol et elle-même, toujours debout, toujours marquée d'argent. Dominic se releva lentement, soutenu par Victor, et regarda le conseil. « Le traité a besoin d'une réforme, dit-il. Pas d'une destruction. Une réforme. Un système qui protège le secret des vampires sans nous obliger à assassiner des innocents. Si vous ne pouvez pas soutenir cela, alors je ne peux pas soutenir ce conseil. » La pièce était silencieuse, et puis Tanaka hocha la tête. « Je soutiendrai la réforme, » dit-elle. « Sous condition, avec une surveillance. Mais oui. » Moreau suivit. « D'accord, » dit-il. Un par un, les membres du conseil votèrent, et quand le décompte fut terminé, le résultat était de 8 contre 4 en faveur de la réforme du traité. Pas unanime, pas parfait, mais suffisant. Maya sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine, 3 ans de chagrin et de rage trouvant enfin un exutoire, trouvant enfin la justice. Elle avait les preuves. Elle avait l'aveu de Crow enregistré. Elle avait la reconnaissance du conseil que le système était défaillant. Ce n'était pas tout ce que Caroline avait voulu, mais c'était un début.
Dominique la regarda de l'autre côté du miroir et hocha la tête une fois, un geste qui disait « Nous l'avons fait, nous avons survécu, nous avons gagné ». Et Maya lui rendit son hochement de tête, comprenant que le coût de cette victoire était un enchevêtrement permanent dans un monde qu'elle n'avait qu'entr'aperçu avant ce soir, qu'elle ne pourrait jamais redevenir juste une serveuse, juste une sœur, juste quelqu'un essayant de survivre. Elle était un témoin maintenant. Elle était marquée. Elle faisait partie du monde des vampires, qu'elle le veuille ou non. Le sommet prit fin, les membres du conseil se dispersèrent, et Maya sortit de l'opéra dans un air qui sentait la pluie, les gaz d'échappement et la nuit normale d'une ville. Mais rien ne semblait normal. Rien ne semblerait plus jamais normal. 3 jours plus tard, Maya se tenait dans la chambre froide du Vermilion Room et regardait le sol où Brett était mort. Le restaurant avait engagé une équipe de nettoyage professionnel, du genre spécialisé dans les scènes de crime, et ils avaient tout récuré jusqu'au béton, mais Maya pouvait encore voir la silhouette où son corps était tombé, une ombre qui n'était pas vraiment là, mais qui vivait dans sa mémoire. Le congélateur bourdonnait autour d'elle, froid, stérile et d'une blancheur fluorescente. Un contraste saisissant avec l'esthétique gothique de la chambre du conseil, avec ses bougies, ses miroirs et ses siècles de rituels. C'était son monde, où ça l'avait été, de l'acier inoxydable, le respect des normes sanitaires et le processus mécanique de conservation des aliments à une température suffisamment basse pour que les gens ne tombent pas malades. Le restaurant avait rouvert hier. La vie continuait. Les gens commandaient du vin, des steaks et des desserts, sans savoir qu'un serveur avait été assassiné ici, qu'un roi vampire avait failli être empoisonné à la table 12, que toute la fiction soigneusement entretenue de la paix de la ville avait presque volé en éclats. On avait offert à Maya un poste au sein du personnel de la maison de Dominique il y a 2 jours, livré par lettre officielle sur papier à en-tête du conseil. Titre officiel, agent de liaison humaine, travail réel, aider à réformer le traité de l'intérieur. Le salaire était plus élevé que tout ce qu'elle avait jamais gagné, incluait un logement, une protection et l'entrée dans un monde que la plupart des humains ne voyaient jamais et que la plupart de ceux qui le voyaient ne survivaient pas. Elle n'avait pas encore décidé. La porte de la chambre froide s'ouvrit et Dominique entra, complètement déplacé dans son manteau sur mesure au milieu de la viande suspendue et des produits frais, et Maya faillit rire de l'absurdité d'un roi vampire se tenant entre des quartiers de bœuf dans une chambre froide. Il se remettait du combat contre Crow, la balafre sur son épaule encore visible sous le col de sa chemise, le genre de blessure qui aurait hospitalisé un humain, mais qui pour lui se refermait déjà, s'estompant déjà en une cicatrice qui disparaîtrait dans une autre semaine. Il portait une boîte sous un bras, la même boîte de classement sans acide de l'archive, et Maya sut sans demander ce qu'il y avait à l'intérieur. Les dossiers de recherche originaux de Caroline, tout ce que sa sœur avait compilé avant sa mort, 8 mois d'enquête sur le traité de fer et de verre et les personnes qui en abusaient. Pour publication, dit Dominique, posant la boîte sur l'étagère en métal à côté de la laitue. Sous votre nom, elle aurait voulu que vous le finissiez. Maya prit la boîte et sentit son poids, littéral et métaphorique, la responsabilité de 43 noms, de 43 histoires et de la vérité que Caroline était morte en essayant de raconter. « Pourquoi me donner les dossiers ?» demanda-t-elle. « Vous pourriez les enterrer pour toujours. Personne ne remettrait en question un roi vampire gardant ses archives privées. » Dominique la regarda avec quelque chose qui aurait pu être de la tristesse. « Parce que vous ferez ce que je n'ai pas pu faire, » dit-il. « Vous leur donnerez de l'importance dans le monde humain. Vous les publierez dans les journaux, les tribunaux et les endroits où les vampires n'ont aucune autorité. Cela vaut plus que n'importe quel vote du conseil. » Maya ouvrit la boîte et vit à nouveau l'écriture de sa sœur,
l'écriture soignée sur les notes d'entretien et les registres de preuves, et sentit 3 ans de chagrin commencer enfin à se transformer en autre chose, en un but. Elle regarda Dominic et posa la question qui la hantait depuis la cave à vin. Saviez-vous que ma sœur allait mourir et n'avez-vous rien fait? Dominic croisa son regard et ne détourna pas les yeux. Non, dit-il. Mais je connaissais le système qui l'a tuée et j'ai agi trop peu, trop lentement. J'ai approuvé le traité il y a 60 ans. J'ai laissé le conseil opérer sans surveillance. J'ai construit la structure que Crow a instrumentalisée. Il fit une pause. Je ne referai pas cette erreur. Maya le crut, ce qui la surprit, ce qui n'aurait peut-être pas dû la surprendre, car elle l'avait vu risquer sa vie pour défendre son témoignage, l'avait vu risquer son siège au conseil pour démasquer Crow, l'avait vu lui donner la seule chose qui pourrait détruire complètement le secret des vampires si elle choisissait de tout publier. Elle referma la boîte. « J'accepte le poste, dit-elle. Pas pour vous. Pour Caroline. Pour Brett. Pour la prochaine personne que les alliés de Crow cibleront. » Elle fit une pause. Une condition. Le lien de témoin se termine aujourd'hui. Je ne serai pas marqué comme vôtre. Si je fais ça, je le fais en tant qu'agent libre. Dominic hocha lentement la tête, et Maya vit dans son expression quelque chose qui ressemblait à du respect. Le lien était une protection, mais c'était aussi une possession, une affirmation visible de son appartenance à la maison du roi vampire, et y mettre fin signifiait qu'elle serait plus vulnérable, mais aussi plus elle-même. « D'accord, » dit Dominic. Il sortit le même couteau d'argent cérémoniel qu'il avait utilisé au sommet, se coupa la paume, laissa une goutte de sang perlée, sombre et visqueuse. Maya prit le couteau et se coupa la paume, sentit la piqûre et la chaleur, laissa son sang se mélanger au sien. Ils trouvèrent un verre à vin dans la réserve de la chambre froide, du genre utilisé pour les dégustations, et mélangèrent leur sang dans un vin rouge bon marché qui devait coûter 8 $ la bouteille. Le rituel de dissolution était plus simple que celui du lien, juste du sang et du vin versés sur la pierre, le sol en béton de la chambre froide servant d'autel. Maya sentit la marque sur son poignet brûler froidement puis s'estomper, le motif argenté disparaissant comme du givre fondant, et avec lui s'en alla le poids surnaturel d'être liée à la protection et à l'autorité de Dominic. Elle était libre. Elle était aussi plus exposée qu'elle ne l'avait été depuis 3 jours. « Cela ne veut pas dire que je vous fais confiance, » dit Maya en regardant le vin et le sang s'infiltrer dans le béton. Dominic enroula un mouchoir autour de sa paume. « Bien, dit-il. La confiance se mérite. Je suis encore en train de la mériter. » Ils restèrent dans la chambre froide un instant de plus, formels mais tristes, perdant une connexion tout en gagnant un partenariat. Puis Dominic partit par l'entrée de livraison, et Maya se retrouva seule avec les dossiers de Caroline, le souvenir du corps de Brett et la lumière froide et fluorescente qui rendait tout clinique et distant. Elle porta la boîte dans la cuisine où le service du soir commençait, les cuisiniers préparant les postes, les plongeurs remplissant les éviers, le balai mécanique d'un restaurant qui s'animait. Jenna était derrière le bar, polissant des verres, et quand elle vit Maya, elle lui fit un signe de la main, essaya de sourire, l'expression n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Car Brett avait été son ami aussi, et l'histoire officielle était un vol qui avait mal tourné. Mais Jenna n'était pas stupide. Jenna savait que quelque chose d'autre s'était passé, même si elle ne savait pas quoi. Le minuteur de la cuisine bipa, clair et joyeux, le soufflet de quelqu'un était prêt à être servi, et Maya sentit le décalage surréaliste de se trouver dans un endroit où la vie normale continuait pendant qu'elle portait une boîte pleine de preuves qui pourraient réécrire l'histoire cachée de la ville.
Elle traversa la salle à manger, où les tables étaient dressées pour le service du dîner, nappes blanches, couverts polis et banquettes de velours pourpre qui semblaient exactement les mêmes qu'il y a 3 jours, quand elle avait servi du vin empoisonné à la table 12 et sauvé la vie d'un roi vampire sans le vouloir. Les fenêtres de devant montraient la rue à l'extérieur, sombre maintenant, la pluie commençant à tomber, et Maya s'arrêta pour regarder son reflet dans la vitre. Derrière elle, la salle à manger brillait, chaude et familière, le monde qu'elle avait connu pendant 4 ans, le monde du service de nuit, des paiements de loyer et de la petite vie invisible de quelqu'un qui essayait de survivre. Devant elle, la rue était un pavé mouillé, reflétant les néons et les lampadaires, le bruit de la circulation étouffé par la pluie, la ville continuant sa nuit sans savoir ni se soucier que le traité entre les humains et les vampires venait d'être réformé, qu'un membre du conseil avait été démis de ses fonctions, que l'équilibre délicat entre secret et exposition avait basculé. Maya pouvait voir les deux mondes maintenant, reflétés dans la vitre, prise entre eux, n'appartenant plus entièrement à l'un ni à l'autre. Elle ajusta son manteau, le même gris anthracite du sommet, qui était le sien maintenant, taillé sur mesure, professionnel et parlant une langue qu'elle apprenait encore. Une voiture noire s'arrêta au bord du trottoir, les gens de Dominique attendant de l'emmener à sa première réunion officielle, en tant qu'agent de liaison humaine, quoi que cela signifie réellement, quoi qu'elle allait en faire. Maya sortit son téléphone pour leur envoyer un message disant qu'elle arrivait, et un message arriva d'un numéro inconnu. Votre sœur n'était pas la première journaliste. Elle était la 17e. J'ai les noms des 16 autres. Êtes-vous intéressé? Maya fixa le message, son cœur soudainement bruyant dans ses oreilles, et avant qu'elle ne puisse répondre, faire une capture d'écran ou faire quoi que ce soit, le message s'effaça de lui-même, 3 secondes, puis disparut comme s'il n'avait jamais existé. Elle regarda la voiture noire qui attendait dehors, le reflet de la salle à manger derrière elle, la boîte de dossiers de Caroline dans ses bras. Elle pensa à 16 autres journalistes, 16 autres personnes qui avaient posé les mauvaises questions et en étaient mortes, 16 autres familles qui méritaient de savoir ce qui s'était passé. Elle pensa à Crow en détention, mais aux alliés de Crow toujours au conseil, toujours en position de pouvoir, opérant toujours sous un traité qui avait été réformé mais pas démantelé. Caroline, murmura Maya à son propre reflet, au souvenir de sa sœur, au fantôme qui vivait dans son chagrin. Je finis ce que tu as commencé. Regarde-moi. Elle poussa la porte et sortit sous la pluie, la sentit froide sur son visage et ses mains, sentit la transition d'un monde à l'autre, de serveuse à opérative, de sœur de victime à menace active. La portière de la voiture noire s'ouvrit et elle monta à l'intérieur, posa la boîte de dossiers sur le siège à côté d'elle et regarda une dernière fois le Vermilion Room. Dominic avait raison. Le conseil était fracturé. Crow avait des alliés. Il viendrait pour Maya éventuellement, essaierait d'éliminer l'humaine qui en savait trop, qui avait trop de preuves, qui était trop dangereuse pour être laissée en vie. Mais Maya était entrée dans une chambre froide où un collègue était mort, et elle en était sortie en portant la preuve qui donnerait un sens à sa mort. Elle s'était tenue dans une chambre du conseil pleine de vampires. Elle avait trouvé la vérité dans un miroir et elle avait survécu. Qu'ils viennent, pensa-t-elle, qu'ils essayent. Je sais où se trouve la chambre froide. La voiture s'éloigna du trottoir et Maya regarda le restaurant disparaître derrière eux, regarda son ancienne vie s'estomper dans la pluie et la distance, et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qui n'était pas tout à fait la paix, mais qui s'en approchait. Elle avait un travail maintenant. Elle avait des dossiers à publier. Elle avait 16 noms à trouver. Et elle avait un roi vampire qui méritait encore sa confiance,
mais qui lui avait donné la seule chose qui comptait le plus, la chance de finir ce que Caroline avait commencé. Les lumières de la ville défilaient derrière la vitre et Maya ouvrit son téléphone, ouvrit un document vierge et commença à taper. Les noms des morts, les preuves de la conspiration, l'histoire qui compterait dans le monde humain, l'histoire qui rendrait la réforme du traité réel au lieu de théorique. Elle tapait, la pluie tombait et la voiture l'emportait vers ce qui allait suivre, vers la première réunion officielle, vers le reste de sa vie en tant que personne prise entre deux mondes. Et quelque part dans la ville, un numéro inconnu attendait sa réponse. 16 noms prêts à être révélés, la conspiration plus profonde qu'elle ne l'avait cru, la chasse ne faisant que commencer. Maya regarda son reflet dans la vitre de la voiture et vit quelqu'un de plus dur que la serveuse qui avait servi du vin 3 jours plus tôt. Quelqu'un de plus lucide, quelqu'un qui comprenait le coût de la vérité, mais était prête à le payer quand même. Elle n'était pas brisée. Elle n'avait pas peur. Elle était prête. L'histoire n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer.